Les États-Unis semblent renforcer leur puissance militaire. Cela pourrait encore être une forme de pression politique. Mais bien sûr, il se peut aussi que ce soit une préparation à une guerre majeure. Qu'en penses-tu? Les États-Unis déploient beaucoup de moyens. D'un côté, ils pourraient infliger de sérieux dégâts aux Iraniens. De l'autre, ils exposent aussi de nombreuses cibles dans la région. Comment penses-tu qu'une guerre de ce type se déroulerait? Je veux dire, il y a déjà eu des simulations de guerre par le passé, mais ces choses-là sont pas toujours fiables. Eh bien, je pense que nous devons commencer par quelques points fondamentaux. La politique des États-Unis n'est pas de rechercher un règlement négocié avec l'Iran concernant son programme nucléaire. La politique américaine consiste à chercher le renversement du régime de la République islamique. C'est l'objectif politique déclaré des États-Unis. Alors, la diplomatie, pourquoi sommes-nous même engagés dans la diplomatie? Que s'est-il passé à Genève? Ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, malgré sa posture de représailles, se ménage une période de 2 semaines d'immunité pendant qu'il réfléchit à ses prochaines étapes. Si l'on remonte à janvier de cette année, au plus fort des troubles dans les rues d'Iran, le président des États-Unis disait « Tenez bon, l'aide arrive ». Tout le monde s'attendait à une attaque. Tu te souviens, on avait dégagé l'espace aérien et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'armée américaine s'est tournée vers le président et lui a dit « Chef, on ne peut pas faire ça. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour obtenir l'effet que vous souhaitez. La conséquence, ce sera que l'Iran détruira Israël. » Et c'est pour cela que les Israéliens ont passé un coup de fil en disant « Arrêtez ». L'autre conséquence, c'est que les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite pouvaient être dévastés. Alors les Saoudiens ont eux aussi appelé pour dire « Arrêtez ». Et le président a arrêté. On lui a également dit qu'il n'avait pas la capacité de se défendre. Donc si l'Iran décidait de frapper les bases américaines dans la région, elle serait vulnérable. Et c'est pour cette raison que l'attaque n'a pas eu lieu. Mais ensuite, les États-Unis ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont dit « Nous sommes prêts à engager des négociations avec les Iraniens ». Pourquoi? Parce que nous devions faire 2 choses. Premièrement, nous devions réinitialiser les dynamiques internes que nous essayions d'instaurer à l'intérieur de l'Iran. Nous avions joué une carte et nous devions la reprendre. Nous devions redistribuer le jeu. J'appelle cela le facteur Starlink. J'essaie de publier un article à ce sujet, mais je dois trouver le temps de le terminer. Vous savez, on parle des facteurs Starlink et de l'importance de Starlink, mais de quoi parle-t-on vraiment? Revenons à 2005, 2006. Il y a un nom qui vous est peut-être familier, Jared Cohen. Jared Cohen était un homme qui a voyagé au Moyen-Orient et a écrit un livre. Je ne me souviens plus du titre du livre pour le moment, mais en gros, il défendait l'idée que tous les jeunes du Moyen-Orient sont comme ceux de l'Occident et qu'ils veulent lui ressembler. Et que tout ce que nous avons à faire pour les rallier, pour les détourner de l'islamisme, vous savez, du mal de l'islamisme, c'est de les exposer à l'Occident. Nous devons donc créer une interconnectivité numérique. Il a ensuite été embauché par le département d'État pour promouvoir ce qu'on appelait la démocratie numérique. Et la démocratie numérique consistait par exemple à se rendre en Syrie et à essayer d'amener le gouvernement syrien à ouvrir l'accès d'Internet à Google. Plus tard, il est allé travailler chez Google pour faire quelque chose de similaire. Mais vous savez, c'est lui, si vous vous souvenez, pendant la Révolution verte de 2009, c'est lui qui a appelé Twitter et demandé à Jack Dorsey de ne pas interrompre le service pour maintenance, parce que le gouvernement des États-Unis avait besoin que la plateforme reste ouverte afin d'assurer la connectivité avec les groupes d'opposition iraniens.
C'est ça, la démocratie numérique. Utiliser la connectivité Internet comme un moyen non seulement d'influencer les gens à l'intérieur d'une zone fermée, mais aussi de leur permettre de diffuser des informations, leur réalité. Nous avons vu cela en Syrie. Vous savez, les comités de coordination des droits de l'homme étaient ceux qui suivaient les manifestations, attendant qu'il se passe quelque chose. Un affrontement. Et puis ils l'ont filmé et diffusé. Le gouvernement syrien massacre des civils syriens dans les rues. Non, non. Votre vidéo montre une interaction limitée, sans contexte. Mais ils la diffusent, elle est reprise et ils utilisent la même connectivité pour promouvoir des idées comme celle du gouvernement syrien utilisant des armes chimiques et ainsi de suite. Vous savez, c'est ça la démocratie numérique. C'est un outil de subversion. Et avec l'Iran, eh bien, l'Iran a pris le contrôle de son Internet. Nous avons donc dû trouver un moyen de contourner la capacité de l'Iran à appuyer sur le bouton d'arrêt. Starlink a été ce moyen. Nous avons vu l'importance de Starlink lorsque le département d'État a reconnu avoir envoyé environ 7000 terminaux Starlink supplémentaires en Iran après l'incident de janvier afin de rétablir la connectivité Internet pour certains groupes de personnes. Ce que nous savons maintenant, c'est que plus de 100 000 terminaux Starlink ont été envoyés en Iran. Plus de 100 000. Les Iraniens en ont arrêté des centaines, voire quelques milliers. Disons que l'Iran en a récupéré 20 000. Il en resterait donc 80 000 en circulation. Nous savons que les Israéliens, le Mossad, ont fourni des paquets spéciaux qui transforment Starlink de sa bande passante unique traditionnelle en un système à saut de fréquence, imitant les communications de type militaire. Il devient donc impossible de le suivre ou de le brouiller, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous cherchons à influencer le plus grand nombre possible d'Iraniens avec une logique anti-régime, une guerre hybride, une guerre psychologique, provoquant des affrontements entre eux et créant la possibilité qu'ils projettent des images vers l'extérieur, capables d'influencer le monde. Par exemple, vous vous souvenez de l'hystérie. Ils abattent des centaines de milliers d'Iraniens. En réalité, il s'agissait d'environ 3000 personnes, et la plupart ont été tués par les mauvais acteurs. Mais vous savez, peu importe, ils créent cette perception. Nous devons réinitialiser cela. Ce n'est pas que nous devions obtenir des choses. Nous devons simplement rétablir les conditions de sorte que, lorsque nous appellerons ces 80 000 personnes à se soulever et à incendier les villes d'Iran, nous soyons capables de les soutenir de deux manières. Premièrement, par une campagne militaire visant à neutraliser la capacité de riposte du régime, et deuxièmement, en donnant du pouvoir à ceux qui ne se sont pas encore mobilisés. Où était l'armée de libération du Baloutchistan pendant la révolution de janvier? Nulle part. Où était le PJAK? Nulle part. Où sont les Moudjahidines du peuple? Nulle part. Toutes ces factions armées existent, mais elles ne sont jamais descendues dans la rue. Pourquoi? Parce qu'elles étaient censées le faire une fois que nous aurions commencé à bombarder. Alors elles se seraient soulevées et auraient poussé l'armée à renverser le régime une fois que nous l'aurions affaibli. Mais nous avons dû tout reprendre à zéro. Nous n'avions pas la puissance nécessaire pour atteindre cet objectif. Maintenant, pour mettre cette puissance en jeu, nous les déplaçons, comme tu l'as dit, nous déplaçons de nombreuses cibles dans une région qui les rend vulnérables. Ce que nous devions faire, c'était créer une fenêtre d'invulnérabilité. C'est à cela que servait la diplomatie. Nous nous engageons dans la diplomatie, nous rencontrons les Iraniens à Genève et nous concluons un bon accord. Je veux dire, les Iraniens se disent « Hey, c'est un bon progrès ». Les États-Unis parlent d'un cadre. Eh bien, J.D. Vance a refermé la porte à ce sujet. Il a dit qu'il n'y avait pas de cadre. Le président a tracé une ligne rouge. Et les Iraniens ne vont pas respecter
cette ligne rouge, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Au moins, il a été honnête. Mais les Iraniens ont l'impression qu'ils ont 2 semaines pour élaborer quelque chose, puis revenir à la diplomatie. Quand ils reviendront, s'ils sont un jour autorisés à revenir, ils découvriront que les États-Unis ont déjà déployé en avant un bouclier de défense antimissile balistique que nous estimons efficace, suffisant pour affaiblir la riposte balistique de l'Iran, tout en projetant une puissance militaire capable de neutraliser la capacité de frappe de l'Iran et ses forces défensives. Vous savez, en 1990, j'ai été intégré à une cellule de planification ad hoc, travaillant pour le commandant du corps des marines, afin d'élaborer des options de guerre amphibie contre l'Irak. Nous travaillions avec le JCS et nous étions connectés pour suivre le flux de matériel militaire. L'une des questions que nous nous posions en octobre était, d'un point de vue de planification, est-ce que ce que nous faisons relève du rêve irréaliste ou s'agit-il d'une planification concrète? Parce qu'il y a une différence entre faire un exposé sur des hypothèses et devoir se plier à la discipline de la réalité, puisque d'autres ressources sont en concurrence et ainsi de suite. On nous a dit que le point décisif était arrivé en octobre. Il existe quelque chose appelé le tip feed. Vous pouvez chercher ce que c'est. C'est le déploiement par phase des troupes. C'est un long acronyme, mais en gros, c'est la manière dont nous planifions le déploiement des troupes et de la logistique dans une zone pour nous préparer à la guerre. Et lorsqu'on mène une guerre de l'ampleur et de l'échelle de celle que nous préparions contre l'Irak, il arrive un moment dans le tip feed où une fois que vous avez engagé les ressources, c'est fini. La décision est prise. Et la décision a été prise à la mi-octobre que nous allions faire la guerre en janvier, et cela ne devait plus changer, quelle que soit l'évolution de la diplomatie, parce que trop de ressources avaient déjà été engagées. Je pense que si ces avions s'installent réellement et que nous commençons à faire venir le carburant et les munitions associés au système de défense aérienne, alors nous aurons atteint l'équivalent de ce moment de bascule du tip feed. Et que d'ici la semaine prochaine, il n'y aura plus de retour en arrière, quoi qu'il arrive. L'Iran pourrait intervenir et déclarer ce qu'il voudrait déclarer. Nous allons entrer en guerre avec l'Iran. La décision politique a été prise tant que les feux verts s'allument. En ce moment, l'armée se positionne avec des groupes de combat de porte-avions, des systèmes de lancement de Tomahawk et cette nouvelle capacité de frappe. Nous allons déclencher un conflit avec l'Iran, conçu pour freiner, pas éliminer complètement, mais freiner, leur capacité de riposte par missiles balistiques. Et nous allons le faire avec une campagne aérienne conçue pour ne laisser à l'Iran aucune fenêtre d'opportunité pour des tirs massifs. Ils pourront peut-être faire sortir un lanceur et tirer 1 ou 2 missiles, mais ils ne pourront pas effectuer de tirs massifs, car nous serons sur eux avec des missiles, selon le plan aérien que nous mettons en œuvre. Alors, je pense que la guerre est inévitable. Je crois que la décision politique a clairement été prise. Il ne reste plus qu'à obtenir le feu vert de l'armée pour les derniers aspects. C'est une opération de changement de régime, ce qui signifie que c'est plus qu'une simple tradition. Tu as parlé de simulation de guerre. Les jeux de guerre traditionnels n'intégraient pas cette composante de changement de régime. Celui-ci n'est pas un jeu de guerre portant sur l'occupation physique de l'Iran par des soldats américains au sol. C'est un jeu de guerre visant à renforcer l'opposition intérieure pour renverser le régime. Et des gens comme Nima Rostami, un Iranien qui était récemment en Iran, pensent qu'ils n'ont pas la moindre chance. J'ai tendance à être d'accord avec lui, sauf que je ferai simplement remarquer que la plupart des populations sont passives. Et si vous vous retrouvez dans une situation où le gouvernement iranien est éliminé,
et que vous devez alors compter sur une capacité de redondance qui ne s'est pas encore manifestée, où les forces de sécurité sont paralysées, réprimées, détruites, humiliées, et que vous vous réveillez un matin en pensant aller participer à une manifestation au centre de Téhéran pour montrer votre soutien au gouvernement iranien. Mais qu'en regardant dehors, vous voyez des pick-up blancs avec des militants du PJAK, des militants baloutches et des moudjahidines et khalques patrouillant, prenant le contrôle des carrefours, vous allez rester chez vous. Et c'est, je pense, le but et l'objectif. Regardez l'État islamique, la manière dont il a déferlé sur Mossoul et l'Irak. Lorsque l'armée irakienne s'est effondrée, l'État islamique a rapidement pris le contrôle des centres de population. Non pas parce qu'il était plus nombreux que la population, mais parce qu'il l'a intimidé. Je pense que l'objectif stratégique des États-Unis est de créer des conditions permettant à ces différentes factions militantes de prendre le contrôle des villes iraniennes, de renverser le gouvernement iranien, de déclarer la République islamique morte, puis de laisser les États-Unis intervenir avec le nouveau gouvernement iranien choisi par Jared Kushner pour prendre le pouvoir. Qu'ils y parviennent ou non, je n'en sais rien. Mais je ne qualifierais pas cela de fantasme farfelu. Combien de personnes pensaient que le Venezuela s'effondrerait comme il l'a fait lorsque Maduro a été capturé? Combien avaient anticipé à quel point la CIA serait capable de pénétrer les élites politiques, militaires et économiques vénézuéliennes et de prendre le contrôle du pays? L'idée que la CIA ait été endormie en Iran est absurde. Nous avons 80 000 terminaux Starlink qui prouvent le contraire.